Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport d'hiver. Alors au mois de mars, bien entendu, on parle de la fin de saison et on va faire un petit bilan de cette saison de biathlon qui n'a pas été exceptionnelle pour la France. Cette saison de biathlon avec Martin Fourcade qui a été en difficulté, les filles où ça n'a pas été toujours top. Donc on va essayer de faire un petit bilan et voir ce qu'on peut améliorer du côté de cette équipe de France. Alors, cette année en équipe de France, il faut aussi rappeler, et on va commencer ce bilan par ça, que cette année en équipe de France, on avait un changement de coach dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on avait l'arrivée de Vincent Vitoz. On avait vraiment un changement d'équipe par rapport aux années précédentes, par rapport aux 8 dernières années, hein. Les années Fourcade, comme on peut les appeler. Et je pense que ça a forcément engendré des problèmes. Ça aurait été facile, ça aurait été même été étonnant s'il n'y avait pas eu de problème avec ces changements d'entraîneur et ce changement de manière de fonctionner et surtout de bloc d'entraînement. Il faut savoir que les sports d'hiver sont assez ingrats de ce côté-là, c'est-à-dire que si vous ratez votre phase d'entraînement, votre phase de préparation, comme les saisons sont très courtes, une saison hivernale grosso modo dure 4 mois, entre 3 et 4 mois, c'est très très court, hein. Aujourd'hui, les saisons de sport d'hiver, les saisons de discipline hivernale, bien forcément, si vous avez raté votre entraînement, c'est très compliqué ensuite de se refaire la cerise sur la suite de la saison. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai même lu une interview sur Nordic Magazine ou Ski Nordic, je ne sais plus comment s'appelle le site, d'un des responsables de l'équipe de France. C'était pas Vincent Vitoz, hein, c'était un autre responsable, plutôt responsable des films, et qui disait je pense qu'on a dû faire quelques erreurs dans notre management, que ça n'a pas été parfait et qu'on s'est retrouvé donc à avoir une saison difficile, mais les coachs s'attendaient à avoir une saison compliquée, s'attendaient pas à avoir une saison facile. Alors on va commencer par les garçons avec une saison. Alors c'est compliqué, elle n'est pas mauvaise cette saison parce que au final, malgré le fait que Martin Fourcade ait fait une mauvaise saison, c'est la première fois qu'il n'a aucun globe de cristal, c'est sa plus mauvaise saison, j'ai même regardé les statistiques, à part en 2008-2009, qui était donc sa première saison où il fait 24e du général, c'est sa plus mauvaise saison à Martin Fourcade. Cette année, il a fait 12e, Martin. Mais malgré le fait que Martin Fourcade soit pas en forme, soit en difficulté pendant les championnats du monde, qui sont en difficulté même avant, il a juste fait un bon mois de décembre, hein, Martin Fourcade, eh bien l'équipe de France s'en sort quand même bien parce que Quentin Fillon-Maillet, qui explose cette année, c'est pas vraiment de révélation, on savait qu'il pouvait être performant, on savait que c'était un coureur performant, il a enfin réussi à concrétiser tous les espoirs que l'équipe de France plaçait en lui. 3e du général, 2e du classement de la poursuite au niveau du globe, 3e au niveau du globe de la Mastart. 2 victoires cette saison pour Quentin Fillon-Maillet, que ce soit sur la Mastart à Antolz ou sur la poursuite à Soldier-Rollo. On a aussi Simon Détieux qui a été performant pendant toute la saison, qui est 4e du général, bon, qui est monté que sur un seul podium, mais voilà, et qui a fait une bonne saison en étant constant. Je crois qu'il est 11 ou 12 fois dans le top 10, ce qui est aussi bien ce qui est quasiment aussi impressionnant que Johannes Beu et ses 16 victoires. Antonin Guigona, 11e du général et 5e du classement du sprint avec 5e pardon, du sprint de Paul Yuka. Je fais une petite ânerie. Et puis Émilien Jacquelin également qui est 24e avec Martin Fourcade 12e. C'est la première fois qu'on a quand même 4 concurrents qui sont dans le top 15. Donc ça montre qu'il y a eu une densité dans cette équipe de France, qu'il y a une véritable densité et que c'est intéressant donc pour les Jeux Olympiques qui sont encore dans très longtemps. Malgré tout, Martin Fourcade étant pas très performant, il nous manque beaucoup de victoires. Ça c'est clair et net. Martin, alors les entraîneurs, je sais, disaient la différence entre les autres athlètes et lui, c'est que Martin Fourcade respecte à la lettre le programme d'entraînement. Et ça a peut-être été une erreur parce que ce programme d'entraînement avait l'air d'être trop exigeant.
fait que moi, c'est mon avis, hein, c'est mon impression. J'ai l'impression que Martin Fourcade était en forme trop tôt, c'est-à-dire quasiment en forme avant le début de saison. Et ce qui fait que janvier, il y a eu un énorme coup de mou, comme on avait vu l'année dernière avec Johannes Bö et les Norvégiens avant les Jeux Olympiques, qui avaient été très performants en décembre lors des 3 premières compétitions. Et puis 3 premières manches de Coupe du Monde. Et puis derrière, à partir de mi-janvier, ça s'était arrêté et ils avaient fait des Jeux Olympiques assez moyens, les Norvégiens, il faut le dire. Et là, c'est ce qui s'est passé, je pense, du côté de Martin Fourcade, qui, on rappelle, a 2 victoires. L'individuel de Paul Yuka, qui était la première course de la saison, la première course individuelle de la saison, et la poursuite à Orfilsen également, plutôt en début de saison. Il a fait un bon mois de décembre, où il arrivait, on va dire, à se mesurer à Johannes Bö, qui a fait une saison exceptionnelle. Il a battu le record de Martin Fourcade de 15 victoires en une saison. Mais derrière, pour Martin, le mois de janvier a commencé à être très compliqué. La deuxième partie du mois de janvier a même été, c'était le début de la fin. Le mois de février, catastrophique. Il a fait 2 pauses, mais qui n'ont pas suffi. Et puis une fin de saison où les championnats du monde ont été très difficiles et il n'a même pas participé à l'épreuve d'Oslo. Mentalement, ça a été compliqué pour Martin Fourcade et je pense que physiquement, il a senti assez vite qu'il ne jouerait pas le général de la Coupe du Monde et que ça serait compliqué même pour les championnats du monde. Surtout qu'en plus, lors de sa phase de pause en février, il est tombé malade. Ce qui est vraiment la guigne pour lui. Pour Martin, il y a une remise en question. Il a tellement dominé pendant des années le biathlon que forcément, quand tu te retrouves à plus être devant, c'est compliqué. C'est comme quand Michael Schumacher avait une saison compliquée en 2005 en F1. Comme tout sportif, quand il commence à ne plus dominer son sport alors qu'il l'a dominé pendant des années, ça a été pareil pour Federer. Quand il s'est retrouvé un peu en difficulté, c'est pas forcément facile. Après, on espère qu'il rebondira l'année prochaine. Mais sinon, plutôt une saison intéressante des garçons, surtout qu'au championnat du monde, on arrive avec 3 médailles. Le bronze, 2 médailles de bronze pour Quentin Fillon-Maillet sur le sprint et la poursuite. Et puis également la médaille d'argent d'Antonin Guigona sur la mass start, sur la dernière épreuve, avec ce dernier tir de folie et son sprint avec Julian Eberhardt, l'Autrichien. Et puis c'est également la dernière saison de Simon Fourcade qui a annoncé qu'il prenait sa retraite, le grand frère de Martin, il y a 4 ans d'écart entre les deux. Cette année il a fait 37e du général et donc 14e du classement de l'individuel. Alors je rappelle qu'il n'a pas fait toutes les courses, en début de saison il était en Coupe d'Europe, donc en équipe de France B. Pour expliquer Simon Fourcade. Pas une saison facile pour lui aussi. Il a réussi à se relever après une année 2018 qui avait été très très compliquée, où il avait été mis en équipe de France B. C'est toujours compliqué. Mais il a réussi à relever la tête et il a plutôt bien fini la saison, bien fini sa carrière, avec plutôt des performances honorables. Je voulais aussi signaler pour finir que cette équipe de France masculine, au niveau du tir, on a quand même des choses intéressantes parce qu'on a 2 concurrents. Martin Fourcade à 89% au tir, 87% pour Quentin Fillon-Maillet, ce qui est excellent, mais surtout, si on regarde Emilia Jacquelin, Simon Fourcade, Antonin Guigona, Simon Détieux, ils sont tous au-dessus de 80% de réussite au tir. Donc ça, c'est très intéressant pour eux, même si on aimerait qu'ils soient à 83, 84, 85% de réussite sur tous les tirs de la saison. Mais c'est quand même des chiffres qui sont très intéressants, surtout si on les compare à ceux des filles. La saison féminine de biathlon, pour les filles, ça a été très très compliqué pour les filles. On a senti qu'il manquait Marie Dorin. Ça, c'est clair et net. Marie Dorin... Aber qui est parti, qui a pris sa retraite l'année dernière, qui était la taulière de l'équipe de France, très clairement. Et j'ai l'impression que dans le groupe, Anaïs Bescon n'a pas réussi à reprendre ce rôle. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit la nouvelle capitaine de cette équipe de France, surtout après ses résultats lors des Jeux Olympiques en 2018 avec 2 médailles en individuel.
Mais pour Anaïs Bescon, ça n'a pas été une saison facile. Malade sur les championnats du monde, elle n'a pas pu y participer. Et puis Anaïs a fait 22e du général de la Coupe du Monde. Donc c'est bien moins important et c'est bien inférieur à ses attentes. Surtout, et ça on peut le comprendre, Anaïs a visé le top 10, voire même le top 5 en tout début d'année. Donc c'est sûr qu'à la fin, quand on se retrouve 22e, c'est une déception. Aucune victoire. Son meilleur classement, c'est 4e de la poursuite d'Oberhof en Allemagne. 82% au tir. C'est la française avec Anaïs Chevalier. C'est les deux françaises qui ont mieux tiré. Mais c'est surtout qu'elle a été malade lors des championnats du monde. Ça a été assez compliqué pour elle. Même si elle finit bien du côté d'Oslo, où elle a fait une belle poursuite et un beau sprint. Anaïs Chevalier, c'est la française qui a le mieux marché au championnat cette année, avec une 20e place au général. Mais là encore, fin de saison extrêmement compliquée pour Anaïs Chevalier, qui n'a même pas pris part à la dernière manche d'Oslo et qui a eu des championnats du monde vraiment laborieux. Là encore, j'ai l'impression que du côté des filles, on était en forme en tout début de saison, et puis il y a eu vraiment mi-janvier, paf, c'était arrêté. C'est assez bizarre. Elles ont eu un mois de février, un mois de mars très compliqué. J'ai lu dans cette interview de Nordic Magazine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, l'interview de ce responsable de l'équipe de France qui disait: on a eu 2 saisons en une, c'est-à-dire on a eu une première partie de saison où tout allait bien, toutes les filles étaient performantes, et puis la deuxième partie de saison où toutes les filles étaient quasiment à la ramasse, sauf Célia Emonier, excepté Célia Emonier qui a eu un parcours vraiment en progression pendant toute la saison, qui finit 24e du général. L'année dernière, elle était au-delà de la 30e place, et surtout qui a très bien fini la saison avec une 4e place à Oslo, où elle a réussi son premier 10 sur 10 au sprint. Malgré tout, pour toutes ces filles, il y a eu un problème pendant toute la saison, c'est le pourcentage de réussite au tir, qui est pour certaines moyen. Il est moyen, ce pourcentage de réussite, mais pour d'autres, il est même mauvais. Quand je vois le chiffre de Célia Emonier, 75% de réussite au tir, ce n'est pas suffisant aujourd'hui au niveau international. Je dirais que c'est même pas suffisant aujourd'hui en IBU Cup, c'est-à-dire en 2e division en Coupe d'Europe. C'est pas suffisant aujourd'hui, il faut réussir à faire mieux. Bon, Anaïs Chevalier, elle est à son niveau, j'ai à 85%, c'est plutôt intéressant, mais sur les skis, là aussi, ça n'a pas été bon. Quand on n'est pas bon sur les tirs et qu'on n'est pas bon sur les skis, on ne peut pas être performant en biathlon, ça c'est sûr, parce que quand on regarde le classement en Coupe du Monde, la meilleure est 20e. On fait un tiers groupé, entre 22 et 26, on a nos 5 françaises. Anaïs Chevalier 20e, Bescon 22, Julia Simon 23, Emonier 24, Brezaz 26, mais c'est pas suffisant. Alors certes, on va dire, il y a 3e place au championnat du monde de Justine Brezaz sur individuel. Cette 3e place-là ne doit pas faire oublier que Justine Brezaz, elle a fait un mois de janvier très mauvais, elle a fait un mois de février mauvais. Oslo n'était pas non plus très performante sur la dernière manche, que ce ne sont pas des résultats suffisants quand on s'appelle Justine Brezaz et qu'on vise dans les années à venir la place de numéro 1 mondial. Il faudra s'améliorer dans tous ces domaines-là, et j'ai l'impression, pas d'une régression forcément, mais d'une stagnation depuis 2 saisons dans les résultats de Justine Brezaz, qui n'arrive pas à passer ce cap de fille qui peut jouer régulièrement les avant-postes. Elle arrive à le faire, mais sur une course dans la saison, sur 2-3 courses dans la saison, mais pas plus. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on l'a vu avec Johannes Böhm, on l'a vu chez les filles également avec Dorothea Virer ou Lisa Vitozzi. Pour remporter le globe, le gros globe de cristal, il faut être performant sur toutes les courses et être constant. Et c'est pas son cas aujourd'hui à Justine Brezaz. C'est pour ça qu'elle ne peut pas remporter. Elle ne peut pas être performante sur la Coupe du Monde. Alors peut-être que sur les championnats du monde, elle arrivera à faire des bonnes choses. Encore une fois, l'individuel, elle l'a fait aussi parce qu'elle avait beaucoup de fraîcheur. Elle n'avait pas fait la poursuite. Donc voilà, faut quand même pas négliger que sur le sprint, tu as fait 60e, je crois, au-delà de la 60e place. Donc ce qui est vraiment un mauvais résultat. Donc on a vraiment deux équipes un peu différentes. C'est-à-dire que les garçons ont réussi à s'en sortir malgré le fait que leur cadre, leur taulier, Martin Fourcade, n'était pas très performant. Ça a permis peut-être à d'autres coureurs de s'affirmer.
peut-être plus facilement que si Martin avait été l'ogre qu'il était sur ces 7 dernières années. Du côté des femmes, il a manqué une taulière et personne n'a réussi à s'affirmer. Et je pense qu'il y a une sorte de spirale négative au bout d'un moment qui se met en place dans une équipe. Il faut savoir qu'une équipe de biathlon, ils sont tout le temps ensemble. Pendant toute l'année, ils font tous leurs voyages ensemble. Il y a peu de moments de pause, véritablement, où on repart à l'entraînement quasiment seul. On s'aperçoit très clairement que je pense qu'au bout d'un moment, il y a une spirale négative. Quand on a vu Anaïs Chevalier qui n'était plus performante, quand on a vu Anaïs Bescon qui avait du mal, et que derrière, on n'a pas réussi de la part de Justine Brezaz, de la part de Julia Simon, de la part de Célia Aymonier, d'inverser la tendance et de réussir à être performante. C'est dommage. Peut-être que l'entraînement a joué aussi. On sait que les coachs sont en train de réfléchir. Alors, ils ne voulaient pas être alarmistes au niveau du pourcentage de tir, mais les chiffres sont là. À 75% pour Célia Aymonier, c'est pas suffisant. Justine Brezaz à 70% de réussite au tir. C'est vraiment pas suffisant aujourd'hui pour vouloir jouer les avant-postes en Coupe du Monde. Et puis, je ne parle même pas des relais au championnat du monde parce que le relais féminin ça a été catastrophique pendant toute la course. Alors le relais garçon, lui, il y a eu une bonne craquade, un bon craquage de la part de Martin Fourcade qui sur son relais, surtout sur son tir debout, je crois que c'est le tir debout où il rate 3 cibles et qu'en plus il oublie d'utiliser une de ses balles de pioche. Ce qui nous a coûté 2 minutes de pénalité. Mais chez les filles, le mois de février et le mois de mars ont été mauvais. Et il faudra réussir à faire des saisons plus complètes, plus constantes pour les Français l'année prochaine. Mais je rappelle encore une fois, cette année c'était le changement d'entraîneur. Il ne faut pas négliger donc ça allait être compliqué parce que les méthodes d'entraînement sont différentes. Et je préfère qu'on ait une saison en demi-teinte cette année du côté des filles et des garçons que dans 3 ans quand ça sera l'année olympique. Là, c'est une année post-olympique. C'est toujours compliqué également pour les leaders de gérer ces saisons post-olympiques. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour l'équipe de France. On espère donc que l'année prochaine, les performances seront meilleures et qu'elles seront encore meilleures dans 2 ans. Et qu'aux Jeux Olympiques de Pékin, je le rappelle, elles seront performants sur un terrain qui ne sera pas facile parce que Pékin, ça sera de la neige artificielle à 100% et c'est jamais facile pour les épreuves de ski de fond parce que ça accroche un peu plus que la neige naturelle. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles aventures, pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et donc on se retrouve pour des vidéos, pas vraiment sur les sports d'hiver, là il faudra attendre l'année prochaine, mais pour des vidéos sport mécanique, cyclisme, je sais pas trop, qu'est-ce qu'il y a, peut-être football également, voilà, le programme va être chargé dans les jours à venir. Allez, ciao ciao!